Les dominants du champ scolaire, dont la domination se prolonge dans le champ professionnel et le champ social, veulent convaincre, mais surtout se convaincre, qu'ils ont conquis leur position à la force de leur poignée. C'est ainsi que l'énarque David Guilbault explique dans son livre L'illusion méritocratique la mécanique de reproduction de l'idée de méritocratie par les gagnants du système, comme un impératif psychologique permettant de légitimer leur position dominante dans la société face aux moins avantagés. À titre personnel, j'ai longtemps été persuadé que mon entrée à HEC était le fruit de mon seul travail, que je méritais ma place dans cette institution, et plus tard dans le monde professionnel, par les efforts déployés en classe préparatoire. Pourtant, la réalité dépeinte par les sociologues est tout autre. Les inégalités sociales ne cessent de se creuser, et nos institutions, à commencer par celle du champ scolaire, en sont l'antre de production et de reproduction. Alors, qu'en penser ? Faut-il jeter la méritocratie ? Et si oui, par quoi la remplacer ? Dans cet épisode, je vous propose de faire le point sur l'idée de mérite, en revenant à sa racine pour mieux la comprendre et l'interroger. Élise Tenray est sociologue et maîtresse de conférences à l'Université Paris-Dauphine. Sa thèse de doctorat porte sur le sujet « L'école et la croyance en la méritocratie ». Elle a également publié plusieurs articles sur le sujet dans des revues scientifiques. Ses recherches actuelles portent sur les inégalités en lien avec le sens de la justice, principalement dans le domaine de l'éducation et de la famille. Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Élise Tenray. Bonjour, Et bienvenue sur Oser. merci. Aujourd'hui, je vous reçois pour parler de mérite et de méritocratie. Avant de rentrer un petit peu dans les détails de l'évolution du mérite, de la méritocratie dans nos sociétés, j'aime bien revenir un petit peu aux bases et commencer par une définition. Est-ce que peut-être vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est en fait le mérite? Comment est-ce qu'on peut le définir? Alors en réalité, c'est peut-être la question la plus difficile, puisque c'est très dur de définir le mérite. Alors c'est paradoxal parce que c'est une notion qu'on emploie beaucoup, qu'on retrouve beaucoup dans la sphère sociale et dans la sphère politique. On va prôner des salaires au mérite, des bourses au mérite, donc c'est un terme qui est quand même très récurrent, on le retrouve beaucoup dans la sphère scolaire, on y reviendra peut-être, mais en réalité c'est très difficile à définir cette notion qui est très composite finalement. Il y a une dimension de talent, sans doute, qui est présente au sein du mérite, puisque quelqu'un qui va mériter un diplôme, par exemple, c'est sans doute quelqu'un qui a des certaines capacités qu'il a réussi à faire fructifier. Donc il y a cette dimension de talent, mais il y a aussi cette dimension de travailler dur pour parvenir à quelque chose, et donc voilà, de pouvoir faire fructifier ses talents rentre aussi dans cette dimension de mérite. Donc le travail acharné, les efforts. Et puis sans doute, il y a aussi une dimension un peu morale. On n'imagine pas trouver que quelqu'un qui a triché, par exemple pour un examen, soit quelqu'un de méritant. Donc voilà, tout ça c'est englobé dans la notion de mérite. Et ce qui est très intéressant philosophiquement, c'est que c'est très dur de déterminer ce qui relève de l'inné et ce qui relève de l'acquis dans la notion de mérite. Il y a sans doute le talent, c'est sans doute en partie hérité, mais le fait de travailler dur, c'est une dimension qui va dépendre de l'individu. Et ça, c'est fondamental de savoir ce qu'on met derrière le mérite, parce que c'est pas du tout la même chose de fonder une société sur un talent qui s'hérite
ou sur un travail ou un effort continu que l'on va produire. Et c'est peut-être parce que cette notion est floue qu'elle est finalement très mobilisée. C'est voilà, c'est une notion plastique qui va s'adapter à un certain nombre de situations. Et donc, recourir à cette notion, finalement, n'est pas si coûteux parce que, justement, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. D'accord, ouais, non, c'est très intéressant et effectivement, je n'avais pas perçu le côté flou qu'on pouvait avoir derrière la notion de mérite. C'est vrai que moi, je m'étais pas mal arrêté à la dimension effort, travail fourni et sur une analyse un peu sociaux, on va dire, d'égalité des chances, etc. De voir que, bien évidemment, bah, ça pouvait poser des questions. Mais je n'avais pas perçu ouais, tout ce flou qui en fait permet d'être mobilisé. Est-ce qu'on pourrait rentrer peut-être un peu plus là-dessus, peut-être avec des exemples si vous en avez, en quoi en fait on va dénommer mérite différentes choses et en quoi ce flou est utile pour mobiliser ce concept. Alors, je vais simplement évoquer la version scolaire du mérite, en fait, qui est quand même ce qui semble avoir triomphé, en tout cas dans le contexte français, puisque on a tendance à considérer que parce qu'on a un diplôme d'une école reconnue, eh bien, on a prouvé en quelque sorte son mérite. Donc, c'est un peu la version scolaire du mérite, qui est une dimension particulière. Donc, voilà, la question qui se pose, et aussi en sociologie, c'est est-ce que le diplôme est en mesure de refléter, de signaler les mérites individuels. Alors, je ne réponds pas complètement à votre question, parce que je pense qu'il y a, voilà, il y a quand même il y a différents domaines dans lesquels on mobilise la notion de mérite. Il y a le mérite militaire, par exemple, le mérite scolaire. C'est vrai que moi, comme je suis sociologue de l'éducation, je suis un peu plus intéressée par la notion de mérite scolaire. Il y a le mérite dans la sphère professionnelle et comment on va récompenser par certaines primes, distinguer les salariés selon leur mérite. Mais même, quelle que soit la sphère considérée, il est très difficile de dire malgré tout ce qu'on va mettre derrière. Par exemple, si on essaie de s'intéresser simplement à la sphère scolaire et se dire on va récompenser l'élève méritant, l'élève méritant, c'est l'élève qui a montré qu'il était en mesure de répondre à des exigences scolaires. Et les enseignants, alors j'aime bien reprendre la notion que développe François Dubé de fiction nécessaire. Il parle du mérite comme une fiction nécessaire à l'école. C'est que tout le monde fait semblant de croire dans le domaine scolaire que les bonnes notes vont dépendre du travail individuel. Parce que dans le mérite, il y a une part légitime, c'est le travail, et puis cette part maudite, on peut appeler ça la part maudite, qui est le talent. Ça, c'est une dimension qui est plutôt cachée, mise sous le tapis en réalité, parce qu'on n'a pas du tout envie de rabattre sur l'élève son incompétence, ou voilà, en gros de renvoyer à son incompétence. Et donc, on va vraiment valoriser cette dimension travail à l'école et faire semblant que c'est la dimension la plus importante. D'où les commentaires. Il suffit de regarder les appréciations sur les bulletins. C'est vraiment, il faut travailler plus, il faut revoir les leçons, etc. Et donc, on va vraiment mettre l'accent sur cette part plus acquise, plus légitime du mérite, qui est le travail continu et appliqué. Voilà. Oui, si on revient un petit peu sur ce que vous disiez, notamment sur la part qui n'est pas associée directement au travail, je trouve ça intéressant de dire qu'on parle d'inné ou de talent. Mais enfin, d'où vient ce talent en fait? Enfin, on peut le questionner. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'inné comme vous le disiez, ou quelque chose qui vient tout simplement de l'habitus ou du capital social, culturel dont peut bénéficier un élève dans le champ scolaire ou un professionnel après dans la vie active? Est-ce que ça, c'est des choses qu'on essaie de prendre en compte quand on analyse un peu ce mérite? Oui, en fait, je dirais dans un monde idéal où on voudrait que la méritocratie fonctionne, il faudrait que à chaque génération, finalement, les positions sociales soient réattribuées en fonction des talents de chacun. Et donc, ça impliquerait, et je pense que c'est une vision qui est sous-jacente aux études sociologiques, qu'il n'y ait pas de reproduction sociale en réalité. C'est-à-dire qu'on n'observe pas une corrélation entre le milieu d'origine des élèves et la destinée sociale. En réalité, c'est plus compliqué que ça, et pour prendre un seul exemple, les tables de mobilité, par exemple, pour montrer la reproduction sociale, la mobilité sociale, au départ, ça a été utilisé pour
pour montrer qu'il y aurait une hérédité des talents, en disant bah, c'est normal qu'il n'y ait pas de mixage social d'une génération à l'autre, parce qu'en réalité, on aurait les talents qui se reproduiraient, et donc ça reste une société légitime, mais avec une reproduction sociale forte, avec cette idée que les talents s'héritent. Donc, je ne pense pas qu'on ait la réponse complètement à cette question. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une reproduction sociale à l'école qui est importante, que sans doute, enfin c'est sûr, ça a été montré par la sociologie que voilà, l'habitus, le capital culturel permet cette reproduction sociale. Mais après, on est un peu démunis pour savoir la part qui est liée à un héritage. Alors, je sais, peut-être un peu génétique, un peu social, et la part qui serait propre à l'individu. Et en réalité, cette question, on a du mal à la trancher, alors elle est quand même très importante pour après fonder une société sur cette notion de mérite. Ce ne Oui, sera parce que pas du tout le même choix de fonder sur quelque chose qui s'hérite, ou sur quelque chose où vraiment il y a derrière la notion sous-jacente, c'est la notion d'égalité des chances. Comment on permet à chacun de s'accomplir dans la société indépendamment de ce qu'il a gagné en réalité. C'est-à-dire dès qu'on ne partirait pas tous au même niveau, et qu'est-ce qu'on en fait à partir de là, et donner des chances à tout le monde, quel que soit son point de départ. Et ça, c'est très compliqué à garantir en réalité. Ouais, bah, alors justement, on va y venir parce que c'est vraiment le sujet et notamment en rapport un peu aux travaux que j'ai essayé de creuser, moi, en allant interroger des alumni de grandes écoles. Mais avant, en fait, de discuter justement comment est-ce qu'on peut fonder une société basée sur le mérite en fonction de la définition ou de l'idée qu'on a du mérite, donc comme vous disiez, le fait que ce soit quelque chose dont on hérite, ou le fait d'essayer finalement de la fonder sur l'égalité des chances. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour garantir l'égalité des chances, une certaine équité par rapport aux différences qui existent à la base, à la naissance, etc. Mais j'aimerais qu'on revienne un instant sur la méritocratie. En fait, qu'est-ce que ça veut dire méritocratie et d'où ça vient, à quand ça remonte en fait ce terme et son invention? Alors ce terme, il apparaît sous la plume d'un sociologue anglais à la fin des années 50. Donc, le sociologue s'appelle Michael Young, et il écrit un ouvrage en 1958 qui s'appelle, alors le titre en français c'est La méritocratie en mai 2033. Donc, il fonde ce terme qui est un peu un bricolage étymologique, puisqu'il y a à la fois une racine latine, qui est méréo, c'est être digne, obtenir, etc. Et puis du grec kratos, hein, le pouvoir. Donc, ça désigne une société, une forme de société dans laquelle les positions dominantes seraient attribuées en fonction des mérites individuels. Alors, ce qui est très intéressant, et ça s'oppose, pardon, à l'aristocratie, où les places seraient héritées en réalité de génération en génération par la naissance. Ce qui est intéressant, c'est que ça apparaît sous la plume de ce sociologue anglais, mais dans un ouvrage qui est un peu un ovni de recherche, puisque c'est une sociologie fiction. Donc, c'est-à-dire que l'auteur essaie, à partir de la société britannique qu'il observe à la fin des années 50, bien d'imaginer la société en 2033. Alors aujourd'hui, ça ne nous paraît pas si éloigné que ça. Et en réalité, ce qu'il présente, c'est une vision très très noire de la méritocratie. C'est un ouvrage un peu catastrophe, où finalement la société, il décrit une société qui est en complète déréliction, hein, c'est-à-dire que les personnes se rebellent contre la méritocratie qui les a complètement broyées. Alors aujourd'hui, ça a perdu complètement cette connotation noire, hein, sombre qu'elle avait à ses débuts, pour constituer un modèle tout à fait souhaitable et dont on se revendique volontiers, et souvent on mesure les écarts de la situation actuelle à la société méritocratique idéale, qui serait celle où chacun pourrait acquérir la place qui lui revient en fonction de ce qu'il a démontré de ses qualités méritoires dans la société.
D'accord, et c'est vrai qu'on oppose aussi souvent cette idée de méritocratie comme étant en fait la nouvelle société qui est en France en tout cas, qui est apparue, après la Révolution française, donc une société aristocratique et une société qui serait méritocratique. Notamment, voilà, on parle beaucoup de Napoléon Ier comme étant, l'un des chantres en fait de la mise en avant de la méritocratie. Il y a des exemples dans d'autres sociétés, hein, par exemple, sous l'ère mongole en Chine, avec finalement une pluralité de représentants et de ministres et de conseillers qui étaient censés être élevés en fonction de leur mérite. Mais on en revient encore à la question maintenant de justement comment est-ce qu'on définit ce mérite. Si je fais un saut dans le temps et qu'on regarde l'image de nos sociétés actuelles, la société française, qui se veut être une société méritocratique, euh, est-ce que c'est le cas? Si oui, enfin pourquoi? Comment? Et quelle est en fait l'idée et la vision du mérite et de la méritocratie qu'on a aujourd'hui en France? Alors, je crois pas qu'on puisse dire qu'on est dans une société parfaitement méritocratique. La question, c'est où est-ce qu'on met le curseur, dans la mesure où, comme l'ont encore montré de récents travaux sur l'accès aux grandes écoles, l'accès aux classes préparatoires, il y a de fortes inégalités sociales dans le système scolaire. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on considère que l'école est censée valider, signaler, reconnaître les mérites individuels, à partir du moment où il y a des inégalités, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une clôture sociale importante des formations qui ne serait-ce qu'à ce critère, on ne peut pas dire qu'on a une méritocratie. Ça se joue à la fois au niveau scolaire et puis après, il faut regarder ce qui se passe par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'en fonction de son diplôme, on accède à des positions sociales plus élevées. Mais si la première condition n'est pas remplie, ça pose problème de reconnaître les diplômes. Alors sans doute que les diplômes en France sont assez reconnus et déterminent en grande partie la trajectoire des individus. Il suffit de regarder l'importance de la formation initiale en France, l'importance du titre scolaire en France. On se fait enterrer avec son diplôme de l'école polytechnique où on marque sur le carnet, c'est marqué, on le signale. Donc c'est quand même un marquage social très fort, hein, les études qu'on a fait au tout début de sa vie. Euh, mais si les conditions premières qui seraient que chacun doit pouvoir réussir à l'école doivent être remplies pour ça n'est pas le cas. Donc ça pose problème à ce niveau-là et sans doute il faudrait améliorer l'égalité des chances à l'école. Et est-ce que c'est quelque chose qui a changé dans la société française? Aujourd'hui, enfin, il apparaît évident en fait par rapport à l'accélération de l'augmentation des inégalités sociales, économiques, quand on regarde les travaux de Thomas Piketty, par exemple, hein, dans les sociétés occidentales depuis les années 70 notamment, que cette idée de méritocratie est parfaite, entre guillemets, est illusoire. On voit bien qu'il y a des inégalités à la base, qu'il est difficile d'accéder, qu'il y a des plafonds de verre pour tout un tas de personnes. Pourtant, on y croit toujours, c'est dans le discours de tous les politiques. Alors moi, la question qui me vient, c'est déjà peut-être la première, pourquoi est-ce qu'en fait on vit dans cette idée, cet idéal de méritocratie, alors que il suffit, j'ai envie de dire, de lire 2, 3 études pour se rendre compte que non, c'est biaisé, ça fonctionne pas, c'est ce qu'on est en train de se dire. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on est là-dedans? Et puis, deuxièmement, est-ce que, est-ce que ça vient d'une représentation d'un fonctionnement antérieur de la société, peut-être post-Seconde Guerre mondiale, qui lui était peut-être plus méritocratique? Je dis ça pourquoi? Parce que j'entends beaucoup les gens de la génération de mes parents dire oui, mais voilà, il suffisait de travailler, de faire de l'effort, on pouvait accéder à des places, etc., avec un sentiment qu'ils ont vécu une ère véritablement méritocratique. Alors, oui, c'est une très bonne question. En fait, pourquoi ça tient? Je pense que c'est un modèle qui reste très séduisant pour nos sociétés. Ça combine plusieurs choses. Ça satisfait les défenseurs des libertés individuelles, puisque chacun est responsable de réussir ou pas. Donc voilà, on est libre dans la société méritocratique de réussir ou pas. Ça satisfait en partie les partisans de l'égalité.
Pourquoi? Parce que derrière, il y a cette idée d'égalité des chances. Et donc, dans la société méritocratique, comme idéal, eh bien, on est censé tous pouvoir, de manière égale, réussir. Et c'est pour ces raisons, je pense que on garde ce modèle, mais aussi parce qu'on n'a pas tellement d'alternatives à proposer. C'est un modèle qui s'est imposé, mais et on ne saurait pas trop comment définir un autre modèle de société, il me semble. Alors, ça, voilà. Et y compris dans les études que j'ai faites, j'ai beaucoup interrogé les étudiants sur ce qu'ils pensaient des inégalités, du mérite de la société. Et malgré toutes les critiques qui sont faites sur le fait qu'on n'est pas dans une société assez méritocratique, que sans doute le diplôme ne reflète pas assez bien les mérites de chacun, qu'il pèse du coup de manière trop importante sur l'insertion, qui ne révèle pas les talents du travailleur, toutes ces critiques ne suffisent pas à abattre la méritocratie et à tenter de la remplacer par autre chose. Donc je ne pense pas qu'on arrivera à inventer un nouveau modèle de méritocratie. En revanche, ce qui me semble important de faire, c'est peut-être d'encadrer, d'accompagner ce modèle. Euh, donc ça, ça a plusieurs implications, c'est-à-dire réfléchir collectivement à ce qu'on met derrière le mérite. Est-ce qu'on garde une version uniquement scolaire axée sur la formation initiale du mérite? Est-ce qu'on intègre une dimension écologique? Est-ce qu'on intègre le milieu d'origine sociale beaucoup plus fortement, en réalité, pas uniquement avec des mesures qui sont faites dans quelques écoles? Donc, comment on définit mérite? Et puis, une autre dimension très importante, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter au nom de la méritocratie? Parce que la méritocratie, elle justifie aussi des inégalités. Dans une société méritocratique, on accepte qu'il y ait des inégalités si celles-ci sont fondées sur le mérite. C'est ce que certains sociologues appellent le vernis moral que met le mérite sur les inégalités. Mais la question, si on veut encadrer la méritocratie, c'est jusqu'où le mérite peut justifier les inégalités et quel degré d'inégalité il peut justifier. Est-ce qu'on accepte qu'il y ait un rapport de 1 à 10 entre le plus haut salaire et le plus bas salaire, ou est-ce qu'on accepte qu'il y ait un rapport de 1 à 100 000? Voilà. Jusqu'où on est prêt à accepter les inégalités en fonction du mérite. Sur l'évolution de la méritocratie par rapport à une période de croissance, voilà, qu'on ne connaît plus, effectivement. Oui, c'est sûr que la période des 30 Glorieuses, par exemple, a permis à beaucoup de personnes d'avoir une ascension sociale collectivement. Alors, l'école a été un facteur important, mais c'est vrai que dans une société de croissance, on voit une aspiration vers le haut qui donne le sentiment à un nombre plus important de personnes de réussir, de s'en sortir et d'attribuer, sans doute, cette réussite au mérite. Donc, ça expliquerait que les représentations de la méritocratie aient un peu changé par rapport à la période précédente. C'est vrai que dans une période de crise, ou à la fois écologique, à la fois économique, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on accepte une forme de déclassement? Voilà, comment on s'arrange avec ces transformations sociales? Je voudrais revenir sur ce que vous disiez par rapport à la vision en fait de la méritocratie qu'ont aussi les étudiants que vous avez interrogés et cette idéologie en fait de la méritocratie qui est partagée au niveau de la société et qui est partagée à la fois par les gagnants mais aussi par les perdants. Et c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est que d'un côté, en fait, les gagnants de la méritocratie euh, propagent cette idée comme quoi eh bien, ils méritent leur position par rapport à leur travail, par rapport à leur talent, et que du coup, bah, voilà, cette place elle est normale, c'est cette place de domination qui sont au sein de la société, et en même temps, les dominés vont justifier la position des dominants par le fait que eh bien, ils ont plus de talent, ils ont vraisemblablement plus travaillé, etc. Et on est dans cette croyance commune qui tient encore aujourd'hui, alors que, enfin, on l'a dit déjà plusieurs fois, elle n'est pas fondée dans la société actuelle. Je reviens encore à cette question. Euh, Pourquoi est-ce que cette croyance perdure et comment, comment lever le voile? Oui, c'est vraiment la force.
idéologique de la méritocratie, hein, je reprends le terme d'idéologie, qu'on utilise en sociologie comme un discours sur la société, hein, qui permet finalement de raconter une histoire sur la société et de faire accepter une partie des inégalités. Oui, alors c'est le caractère très cruel finalement de cette norme, et on en revient à l'ouvrage de Michael Young. Euh, pour lui, le lien social, c'est défait dans la société qu'il décrit, parce que le mérite est très dur à porter pour ceux qui échouent. Voilà, quand on échoue dans une société méritocratique, il y a une dimension très individuelle finalement de cet échec. On échoue, on est responsabilisé dans cet échec. Donc on se dit que c'est de sa faute, c'est qu'on n'a pas assez travaillé, c'est qu'on n'était pas assez talentueux. Et Jung en vient à dire que finalement la société aristocratique est plus confortable pour ceux qui échouent, parce que, ou en tout cas ceux qui n'ont pas des positions dominantes, parce que voilà, c'est l'héritage, c'est la naissance, c'est comme ça. Alors que le mérite les renvoie à une responsabilité individuelle qui est lourde à porter. Et c'est pareil à l'école, hein. C'est-à-dire que l'élève qui échoue, l'école va, par ce qui est diffusé à travers les discours des enseignants, les appréciations, va finir par intérioriser l'idée qu'il n'est pas doué, qu'il n'a pas assez travaillé, et donc que c'est sa responsabilité. Alors, la question, c'est pourquoi on y croit. En fait, en individualisant comme ça cette norme de l'échec, on sépare les individus, on les isole. Et donc, il y a cette idée que voilà, on est responsabilisé, on est placé face à ses propres limites, et c'est sans doute un des éléments qui explique que la méritocratie puisse perdurer, à la fois pour les dominants. Pour eux, c'est une norme très confortable finalement, parce qu'ils ont réussi à la force du poignet, et donc ils parviennent à justifier leur position, et pour ceux qui échouent, parce que eux-mêmes acceptent l'idée qu'ils n'ont pas été assez talentueux. Alors, ça, c'est le modèle dans l'absolu. En réalité, on voit quand même des petites différences selon les positions sociales des personnes dans la société. Et notamment en France, ce qui est assez fascinant, c'est que ceux qui y croient le plus, c'est les plus diplômés. Et finalement, c'est pas aussi consensuel que ça, la notion de D'accord. méritocratie. Et on a un effet particulièrement marqué et positif du niveau scolaire en France. Donc sans doute, il y a une critique un peu plus forte parmi les étudiants qui ont des niveaux de diplôme moins élevés. D'accord, c'est OK. Et ça, il y a des exemples un petit peu où on voit qu'il y a un délitement, de la croyance en méritocratie? Enfin, c'est quoi? C'est en dessous d'études supérieures, j'allais dire, de licence? Ou est-ce que, enfin, sur quelle classe de la population, en fait, on peut percevoir ça? Alors ceux qui y croient le plus, c'est ceux qui ont des niveaux supérieurs à Bac+3, et particulièrement les personnes issues des formations classes préparatoires et grandes écoles. OK. Et l'hypothèse que je fais, c'est que c'est l'organisation des études en France qui produit cette adhésion pour les plus diplômés à la norme du mérite. On a un système en France qui est assez particulier, fondé sur la préparation d'un concours dans les classes préparatoires, qui se fait pendant 2 ou 3 ans, avec généralement des notes très faibles à l'entrée en classe préparatoire, et puis un travail très très important, hein, personne ne le nie, qu'effectivement il y a vraiment un travail très important fourni par les élèves de classe préparatoire, et puis une mise en scène méritocratique du concours d'entrée des grandes écoles, où tout le monde est assis à une table, à une certaine distance de son voisin, avec un chronomètre qui mesure de manière très rigoureuse le temps. Donc ça, c'est vraiment une mise en scène de l'égalité des chances, hein. Tout le monde compose avec le même temps, dans les mêmes conditions. Euh, et, euh, et après, il y a un classement qui est fait, et on sélectionne les meilleurs. Voilà, c'est un peu l'histoire de ces formations. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'entrée en classe préparatoire, dans l'enquête qu'on a menée avec des collègues, les étudiants
doutent un petit peu de la légitimité de leur place, en disant ben, c'est vrai qu'il y a quand même euh, une concentration d'élèves favorisés autour de moi. C'est vrai que moi-même, je viens d'un milieu plus favorisé hein, pour la plupart. Donc il y a un petit doute qui peut être présent au début de la formation. Mais bah, le fait d'avoir déjà des notes très basses et ensuite de devoir travailler énormément, ça convertit, sans doute, ça contribue à convertir à cette idée que à la fin, ceux qui ont le concours, c'est ceux qui vraiment travaillent, qui vraiment méritent. Et il faut peut-être repenser cette façon de construire le système. Alors déjà dans l'entrée dans ces formations, qui restent très sélectives socialement, mais peut-être aussi dans cette manière de mettre en scène sur un tout petit segment très sélectionné la méritocratie. Pour inclure davantage, alors j'ai pas de solution concrète à proposer, c'est pas très facile, mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue dans ces formations qui mènent aux positions d'élite en France et qui les coupe un petit peu, y compris dans la représentation des inégalités, de la légitimité de leur position, du reste de la société. Et je voudrais revenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'idée que en fait, cette institutionnalisation de la méritocratie, c'est quelque chose qui renvoie beaucoup à l'individualisme. Et en fait, quand j'entends ça, j'entends valeur néolibérale. C'est quelque part dans le sens où valeur libérale et néolibérale aujourd'hui, dans le sens où une grosse différence quand on regarde un peu loin de l'évolution un peu de la société sur les derniers siècles, c'est la mise en avant de l'individu et la responsabilité qu'on fait porter à l'individu effectivement dans la société. On le voit beaucoup aussi en écologie, c'est le discours là des petits gestes qui est donné par le gouvernement. Le fait que la responsabilité est celle des individus, que finalement, s'il y avait moins de passagers clandestins, eh bien, on s'en sortirait, que c'est aux gens qu'on considère comme étant finalement formés, maîtres d'eux-mêmes, en pleine possession de leurs moyens, de connaissances, etc., de changer les choses, etc. Et sur le mérite, en fait, c'est vraiment la même chose. C'est l'individualisation. Et je me dis, c'est quand même un cancer au milieu de toute la pensée qu'on a aujourd'hui de la représentation sociale, qui fait individualiser en fait toute analyse et ne nous fait pas en prendre en compte le collectif en fait et la partie systémique. Oui, tout à fait, c'est un mouvement beaucoup plus général, hein, qu'on observe aussi dans le domaine scolaire, puisqu'on responsabilise beaucoup par rapport à l'orientation. Il faut que l'élève ait un projet individuel. Dans les mesures sociales autour de la pauvreté, on individualise beaucoup, on responsabilise beaucoup. Et oui, le mérite est aussi une déclinaison de cette responsabilisation individuelle. Alors, est-ce qu'il faut tout jeter, tout le modèle méritocratique, c'est ça la question, ou est-ce qu'il faut redonner du sens? Il me semble que jusqu'à présent, on n'a jamais posé les termes du débat autour du mérite. Qu'est-ce qu'on veut mettre derrière le mérite? Et donc, on a beau recourir en permanence à ce terme, fonder des mesures sur ce terme, tant qu'on ne sait pas ce qu'on met derrière, ça va poser problème. Et on pourrait imaginer des définitions beaucoup plus collectives du mérite, il me semble. Hein, voilà, peut-être ce qu'on apporte à la société. Mais à mon avis, le seul risque autour du mérite, si on le définit trop individuellement, c'est qu'on perde l'empathie vis-à-vis des autres et que finalement on considère que pas seulement ceux qui échouent, mais ceux qui réussissent considèrent que ceux qui échouent, ben, on leur a donné une chance, ils ne l'ont pas saisie, et tant pis pour eux. Donc voilà, il faut peut-être sans doute un peu de méritocratie pour que chacun soit motivé dans ses projets et se sente reconnu. Mais si on en met trop, c'est très nuisible au lien social. Ça, c'est sûr que la dynamique collective, on voit bien qu'elles peuvent être très attaquées. C'est l'exemple, moi je trouve, de San Francisco. Enfin, j'ai travaillé un petit peu dans la Silicon Valley, j'ai passé pas mal de temps là-bas. Le quartier qui est en plein cœur de San Francisco, qui s'appelle le Tenderloin, où on voit énormément de SDF complètement drogués, laissés à l'abandon, alors que juste à côté, il y a des multimillionnaires, voire milliardaires, qui ne les regardent même pas.
Et on trouve ça normal, effectivement, en justifiant le fait que, bah, en même temps, fallait bosser, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, c'est comment. Alors, il y a un journaliste qui s'appelle Volman qui avait fait une étude sur pourquoi êtes-vous pauvre, et il allait dans différents pays pour essayer de comprendre les facteurs qui, aux yeux des différentes sociétés, pouvaient expliquer la société. Et c'est très intéressant parce que, encore une fois, ça renvoie à la discussion qu'on avait initialement, c'est la part de l'acquis, la part de l'inné, la part qu'on accepte surtout socialement, et où on se dit, ben, là, il faut qu'on intervienne, ou là, il ne faut pas qu'on intervienne. Et plus on individualise et plus on responsabilise, et finalement, moins on a envie d'agir collectivement pour réduire les inégalités. Donc c'est sans doute une dimension très importante à prendre en compte pour redonner un sens à la méritocratie et ne pas lui donner ce caractère corrosif par rapport au lien social et à la cohésion. Un autre point que vous abordiez et que je trouve très intéressant et que c'est le lien bien évidemment entre travail et mérite ou méritocratie, euh, qu'on peut voir comme une interrogation par rapport à la valeur travail en fait. C'est quelle est la valeur que l'on met derrière cette idée de mérite. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, ne pas interroger la valeur travail, le sens même du travail, et donc faire baser même le mérite sur le travail, indépendamment de l'inné, l'acquis, de tout ce qu'on va dire qui pourrait être lors de l'héritage, quel qu'il soit, mais même est quelque chose à questionner à partir du moment où tout travail ne peut pas être équivalent face à l'urgence sociale et écologique à laquelle nous faisons face. Et que aujourd'hui un travail qui est à la fois délétère pour les humains et son environnement, la biosphère, ne peut pas ne peut peut-être plus se justifier en fait. Et du coup être déconnecté de l'idée même du mérite. La phrase d'Emmanuel Macron par exemple, eh bien il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Euh, Peut-être que c'est vrai, à la limite. Peut-être qu'il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi, mais la question c'est quel emploi derrière et quel travail et pour faire quoi et quelle finalité. Et je trouve que cette idée de mérite interroge aussi sur en fait la valeur fondamentale de la société. Est-ce qu'on la base sur le travail ou est-ce qu'on la base sur autre chose? Mm. Oui, tout à fait. On en revient à la définition du mérite et ce qu'on met derrière, mais aussi sans doute à la notion de réussite sociale. Parce que, euh, encore une fois, la méritocratie, c'est se dire que la réussite individuelle, la position sociale occupée, dépendrait des mérites individuels. Donc, il faut se demander ce qu'on met dans le mérite, mais aussi ce qu'on met derrière la position sociale occupée. Et en effet, est-ce qu'on va valoriser, est-ce que finalement c'est le salaire qui va être valorisé? Est-ce que c'est l'action en fonction de questions écologiques et ce qu'on apporte à la société? Est-ce que c'est le fait... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on questionne beaucoup. On voit bien que ça n'est pas que le salaire qui détermine la satisfaction au travail, le bonheur au travail, etc. Euh, Ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas définir pour les individus ce qui fait leur réussite. Euh, donc, je voilà, c'est peut-être aussi quelque chose à poser. Qu'est-ce que c'est la réussite? Alors, ce qui est intéressant, je vais revenir à l'ouvrage de Jung, parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Lui, ce qu'il finit par proposer dans son ouvrage, ou en tout cas, ce qu'il perçoit comme une évolution naturelle de la société méritocratique, c'est finalement un salaire qui s'égalise. Tous les salaires deviennent égaux, parce que c'est plus ça qui est important. Finalement, chacun occupe une position professionnelle qui est proportionnelle à son mérite. Euh, et, euh, et le salaire, finalement, les différences de salaire sont peu à peu réduites. C'est pas du tout ce qu'on observe dans la société actuelle, c'est qu'on a des fortes inégalités salariales. Est-ce que ces inégalités sont vraiment justifiées par des différences de mérite? Il y a un moment où les inégalités sont tellement fortes qu'on ne peut plus les expliquer par un principe de justice sociale. Donc ça, je pense que la méritocratie, elle doit vraiment être encadrée, contrebalancée, avec à la fois un filet de sécurité pour les plus pauvres ou ceux qui n'auraient pas montré leur mérite ou qui ne l'auraient pas développé ou qui n'auraient pas été en mesure de le faire dans la société. Hein, donc garantir un peu un minimum, mais aussi peut-être borner ces inégalités pour qui ne peuvent pas être justifiées, il me semble, avec un modèle de justice sociale en réalité. Donc,
ça répond Non, à la non, question. ouais, ouais, non, non, si, si, c'est très intéressant. Mais justement, en revenant sur, ça nous amène à une interrogation sur comment redéfinir justement un peu le mérite. Donc, plutôt partisan de le borner. Ce que j'interroge aussi en disant, par exemple, imaginons même que l'on définisse, que l'on ait une conscience collective du fait que, eh bien, il faille agir à la base, aux sources même de l'inégalité des chances, euh, pour finalement rendre une société plus méritocratique. Et là, je me dis, mais par quel bout, en fait, on prend ce changement. Je veux dire, c'est toute la question de l'équité, développée notamment par des gens comme John Rawls, est très, très difficile à atteindre à partir du moment où on a une inégalité acquise dès la naissance, même peut-être dès le moment où on est dans le ventre de sa maman. Et comment est-ce que la société pourrait agir comme un correcteur par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où c'est déjà trop tard? Est-ce que finalement il faut accepter qu'il y ait certaines inégalités parce que vouloir lutter à tout prix contre, c'est finalement aller à l'encontre de la liberté aussi des individus? Comment est-ce qu'on fait pour travailler là-dessus? Oui, alors c'est sûr que les inégalités des chances, elles commencent très très tôt. Euh, et, euh, et à un moment, les corriger, c'est compliqué en réalité. Après, euh, il me semble que déjà, ce qu'on pourrait faire, en tout cas dans le cadre français, par rapport à d'autres pays, c'est moins mettre l'accent sur la formation initiale. On a en France une formation initiale qui pèse très lourdement sur les carrières individuelles et, euh, et sans doute il faudrait donner la possibilité de revenir aux études, de se former davantage, de ne pas faire peser autant la formation initiale et continuer à agir au niveau de l'école pour, euh, pour corriger le plus tôt possible ces inégalités. Après, encore une fois, est-ce qu'on laisse à l'école uniquement le soin de définir les mérites? Est-ce qu'on propose des valorisations autres, d'autres? Voilà. La question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'école est en mesure de reconnaître une vaste palette de talents ou est-ce qu'au contraire, finalement, elle signale un capital social qui se reproduit de génération en génération? Donc ça interroge aussi sur le rôle de l'école et sur ce qu'on fait du mérite signalé par l'école. Est-ce que on considère que c'est le seul ou est-ce qu'on ouvre un petit peu et on permet à ce que d'autres formes de talent soient reconnues? Mais l'école, ça fait effectivement très très longtemps qu'on montre qu'il y a des inégalités et on voit que ça ne se réduit pas du tout. Au contraire, on assiste voilà, à une clôture sociale toujours plus importante des formations d'élite, à des inégalités sociales dont on montre qu'elles commencent de plus en plus tôt. Euh, alors voilà, la question c'est où est-ce qu'on prend acte de ces différences pour justement proposer des programmes d'ouverture sociale ambitieux à grande échelle. Ça peut être aussi une autre manière de faire avancer un peu cette question du mérite. Et qui pourrait prendre quelle forme, par exemple? Alors, il y a déjà des mesures pour donner plus de chance à des élèves qui sont issus de milieux moins favorisés. Je pense à des écoles comme Sciences Po, mais ça reste des mesures qui sont propres aux institutions, en fait, qui sont propres aux écoles. Alors, voilà, il y a aussi la question de faire rentrer plus de boursiers euh, en classe préparatoire, mais c'est des Mais mesures qui adviennent très tard finalement dans la scolarité. c'est ce que j'allais dire. Et est-ce que c'est pas en fait aussi, alors vous allez me trouver un peu pessimiste, mais une manière de justifier encore plus en fait cette idée de mérite, puisque on va en gros sortir les quelques personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances que les autres, les mettre dans une formation supérieure prestigieuse et dire, vous voyez en fait, tout le monde peut y arriver. Et est-ce que c'est pas encore une récupération en fait de cette même idéologie pour dire bah, vous voyez en fait ça fonctionne très bien, on peut y arriver, regardez, il y a des étudiants de ZEP à Sciences Po, etc. Eux ils s'en sont sortis. Et, et pourtant en fait pendant ce temps-là, les statistiques montrent que
les inégalités se creusent de plus en plus, la polarisation se fait de plus en plus au sein de la société? Oui, je suis complètement d'accord. C'est c'est à la fois une petite ouverture, en faveur de la méritocratie et sans doute plus profondément une manière de maintenir, le système sans le changer en profondeur. Donc après, est-ce que pour cette raison, il ne faut rien faire? Bah, je pense que toutes les initiatives sont bonnes, mais ce qu'il faudrait sans doute, c'est des initiatives beaucoup plus à plus large échelle et surtout qui émanent d'une réflexion collective, d'un projet politique autour d'une réflexion sur le mérite. Au-delà de la question de l'école, on veut améliorer l'égalité des chances, parce que là, il y a une question, et on voit de la part des diplômés qui refusent finalement le modèle social qui leur est proposé, qui de plus en plus, oui, de plus en plus ne sont pas en accord avec les métiers auxquels ils sont préparés, qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer autour de la légitimité des études, du modèle social, et, et ça pourrait advenir, voilà, cette réflexion, je pense qu'il y a une maturité qui est en train de se créer pour qu'on réfléchisse collectivement à cette question de ce qu'on met derrière le mérite et de ce qu'on voudrait comme société. Et, et est-ce que, je reviens un petit peu à ce qu'on disait sur l'égalité des chances tout à l'heure, pour un peu euh, appuyer le trait en quelque sorte, est-ce qu'il ne faut pas accepter, à un moment donné, que l'égalité des chances est quelque chose d'inatteignable dans la société, et plutôt que de chercher en fait à une société à l'égalité des chances où on met tous les individus en mesure de rentrer en compétition les uns avec les autres sur une base qui finalement devient peu ou prou la même grâce à des travaux de la société pour diminuer les inégalités, à une réflexion qui sort un peu de ce cadre en disant: est-ce qu'en fait ces inégalités, il ne faut pas les embrasser pour nourrir une société beaucoup plus coopérative et beaucoup plus empathique à l'égard justement de ces inégalités, et de faire avec la diversité des profils et des héritages? Oui, sans doute que l'égalité des chances est porteuse de cette idée un peu individualiste qu'on a évoquée. Euh, Après, je ne sais pas trop comment répondre à votre question. Euh, oui, oui, c'est qu'à la fois, il ne faut pas abandonner cette idée que chacun doit pouvoir se réaliser un peu dans la société euh, et prendre la voie qui est plus en phase avec à la fois ses aspirations et ses compétences. Et, et en même temps, oui, il faudrait aussi accepter différentes formes. La question, c'est comment on les récompense, comment on valorise, comment on garde du collectif. Oui, j'ai pas les réponses à toutes ces questions, c'est des grandes questions. Oui, bien sûr, Et non, comment on fait c'est... tenir et comment on fait tenir tout ça ensemble sans éclater complètement la société. Parce qu'il y a quand même une aspiration, un goût pour la hiérarchie, pour les classements, qui est difficile à abandonner. Euh, voilà, quand à l'école, on abandonne les notes, on dit, voilà, ça provoque un peu d'angoisse de la part des parents qui veulent pouvoir positionner leurs enfants. Donc, c'est pas si facile euh, d'être sur un modèle moins hiérarchisé, moins classant, voilà, où on mettrait tout à plat avec différentes valorisations dans différents domaines. Ça va Ouais. demander un gros effort collectif de mettre tout ça à plat pour qu'on accepte différents modèles et on n'ait pas une seule échelle avec une compétition forte, des personnes qui se sentent exclues et qui s'en renvoient la responsabilité, et des personnes qui ont réussi pour plein de raisons, y compris sociologiques, et qui s'en attribuent tous les mérites. Et
Alors oui, de toute façon, c'est un vaste sujet puis c'est pas l'objet de cet échange aujourd'hui sur comment est-ce qu'on pourrait créer un autre type de société, j'ai envie de dire, en sortant un petit peu ou beaucoup même de la méritocratie, puisque voilà, ça fait appel à énormément de bases culturelles, hein, et cet aspect compétitif dont on parle, qui est partout, dans le sport, enfin partout dans la société, et qu'il faut peut-être pas complètement renvoyer à la poubelle, mais bon, ça fera partie des autres réflexions à mener. Si je reviens un petit peu sur la classe, on va dire, dominante, des plus privilégiés, des plus riches, qui bénéficient en fait du système méritocratique actuel, euh, en faisant partie, travaillant principalement aujourd'hui dans le but d'essayer de lever le voile, ou en tout cas de, 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 de déconstruire cette idéologie auprès de ces personnes-là. Comment est-ce qu'on peut aider, accompagner en fait les plus privilégiés dans finalement euh, une autre image, une autre vision qu'ils ont de leur propre mérite et de ce système. Oui, alors ça, c'est pas évident parce que il y a une conscience importante. Je pense que les travaux sociologiques ont fait leur travail de la présence d'inégalités sociales, y compris à l'école. Alors, je ne sais pas si c'est encore une connaissance que certaines personnes n'ont pas dans la société, mais j'ai l'impression qu'il y a cette conscience que l'école reproduit des inégalités sociales. Et malgré tout, c'est toute l'ambiguïté de la méritocratie. Les personnes individuellement qui ont réussi considèrent qu'elles-mêmes ont mérité. Donc c'est des croyances, c'est des représentations qui paradoxalement ne sont pas du tout incompatibles. On peut avoir conscience qu'il y a des inégalités sociales autour de soi, et malgré tout, et être conscient du caractère privilégié de sa position, et malgré tout, considérer qu'on occupe la place qui nous revient de droit. Donc, j'aurais dit spontanément, il faut diffuser davantage les résultats de la sociologie, mais sans doute, ça ne suffit pas. C'est ça, j'allais dire, ça marche pas. J'ai l'impression, enfin, Bourdieu, ça fait 50, 60 ans qu'on parle de reproduction, etc., que c'est là, que certains sociologues ont quand même pignon sur rue. Je veux dire, Pierre Bourdieu, même Dominique Méda, enfin, on les entend beaucoup. Enfin, ils sont à la radio, France Inter, etc. Et pourtant, enfin, c'est même pas que ça ne change pas, c'est que ça empire. C'est ça donc, est-ce qu'il y a une manière de faire prendre conscience, d'amener à une réflexion individuelle et collective de cette classe dominante? Non, je ne sais pas trop comment on peut changer les choses à ce niveau-là. Alors, ce qui est très compliqué à articuler dans les travaux sur la perception des inégalités et la justice sociale, c'est le passage de la vision générale à la vision individuelle. Et peut-être la clé se trouve là-dedans. Il faut mieux voir comment ça s'articule. Euh, D'accord. Comment on arrive à concilier ce qu'on considère pour soi-même avec ce qu'on voit autour de soi. Et il y a une autre dimension qui doit être encore creusée dans la littérature, c'est les liens entre ce que l'on perçoit et ce que l'on voudrait. Hmm. Par exemple, sur les inégalités sociales en France et dans le monde, la perception qu'en ont les sociétés est nettement réduite par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'on sous-estime très fortement les inégalités sociales. Et quand on regarde ce qu'on voudrait, c'est encore plus réduit, mais en réalité, tout ce qui se joue, c'est dans la réalité versus ce que l'on perçoit. C'est pas dans ce que l'on voudrait. Et donc, c'est sans doute. Alors voilà, il y a des travaux qui montrent encore toute l'échelle de ces inégalités. Les travaux de Thomas Piketty que vous avez cités font prendre conscience. Mais malgré tout, dans les enquêtes, on voit qu'il y a toujours une sous-estimation des inégalités. On ne perçoit pas
la réalité sociale telle qu'elle est. Et Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser du côté de la mixité, de la rencontre avec l'altérité, de la refonte un petit peu, j'allais dire, du paysage géographique, urbain même, que ce soit au niveau de l'école, mais enfin, aussi des habitats. Est-ce qu'en fait, ça ne demande pas quelque chose de cette ampleur de pouvoir se réinterroger? Est-ce que c'est pas quand on est face, entre guillemets, ou quand quand on fréquente la misère ou les inégalités chaque jour, qu'on peut prendre conscience en fait de leur importance, de la différence, de sa position privilégiée, et du coup interroger le mérite. Est-ce que c'est pas finalement quand on rencontre quelqu'un qui a beaucoup travaillé mais qui finalement n'a pas pour autant une place privilégiée, qu'on peut commencer à, à questionner cette idée du mérite et de valeur travail? oui, vous avez raison, et sans doute les espaces de mixité sociale se sont fortement réduits au cours des dernières années. C'est vrai qu'un des éléments du brassage social très fort, c'était le service militaire. Je ne dis pas du tout qu'il faut rétablir le service militaire, mais voilà, ça faisait un brassage social finalement qui n'existe plus. C'est pas, la sociologie urbaine a montré que finalement il y avait une ségrégation urbaine très forte. Cette ségrégation urbaine se traduit avec la carte scolaire mécaniquement par une ségrégation scolaire très forte. Et donc, il y a de moins en moins d'espaces où on croise effectivement des personnes de milieux sociaux différents. Et ça peut être une explication aussi de cette perte d'empathie ou cette adhésion forte au modèle méritocratique et donc aux inégalités qu'il produit. Mais des politiques pour changer ça doivent être très très volontaristes parce que Oui. ça touche au mode d'habiter, à la scolarisation. Et alors il y a des mesures pour forcer un peu la mixité dans les établissements scolaires. Il y a eu des collèges multisecteurs, où on a pris des collèges de profils sociaux contrastés pour mixer de manière un peu forcée les élèves. Et les résultats, pour l'instant, sont pas très probants. Voilà, il y a déjà eu une forte résistance de la part des acteurs, des familles, et puis et au niveau scolaire et au niveau relations entre pairs, voilà, ça n'a pas pour l'instant eu les résultats escomptés. Mais c'était à petite échelle dans des expérimentations. Sans doute, il faudrait tester ça, mais voilà, ça c'est pour le coup, ça touche à des notions de liberté individuelle et de ce qu'on peut faire pour forcer les gens à être ensemble. Il y a des espaces qui peuvent favoriser ces échanges-là, bien évidemment le sport, enfin les sports collectifs. C'est bon, à part certains qui sont, j'allais dire, très marqués aussi socialement, mais aussi des jeux comme les jeux vidéo. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur des jeux vidéo et c'est quelque chose qui m'avait particulièrement marqué. C'était le fait que, en faisant par exemple des focus group, j'allais dire donc des réunions de joueurs, on se rendait compte qu'en fait les gens venaient d'univers sociaux, de générations extrêmement différentes et se parlaient, enfin, comme s'ils avaient été copains comme cochons depuis des années, et qu'il y avait un vrai partage qui se faisait par rapport à une passion en fait. Donc peut-être chercher là-dedans en fait à essayer de pousser à travers des passions qui sont très mixtes en fait pour permettre de créer en fait de manière positive et dans la joie, en fait, ces espaces de mixité. Oui, oui, après tout ce qui permet effectivement la mixité, je dirais ne peut être que, que positif. Après, même le sport, c'est assez hiérarchisé socialement. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est pour le coup, les travaux de Pierre Bourdieu sur la distinction ont montré que la pratique du sport, elle aussi, était un espace investi différemment par les catégories sociales. Les pratiques culturelles sont investies différemment par les catégories sociales. Alors, la question du numérique a été posée. Est-ce que le numérique, finalement, favorise cette mixité? C'est pas tout à fait la question des jeux vidéo, mais ça y touche un petit peu. Bien Est-ce sûr. que sur le numérique, il y a plus de mixité? En réalité, ce qu'on voit, c'est que ça recrée des espaces d'entre-soi et que les algorithmes
favorise le fait de se retrouver dans des petits espaces segmentés. Donc cette promesse du numérique qui était un peu de permettre d'avoir accès à un réseau social beaucoup plus diversifié, pour l'instant, ça ne marchait pas du tout ce qu'on observe. Et en réalité, voilà, les groupes sociaux se reforment, on refait de la distinction et on resegmente les espaces. Je ne veux pas avoir l'air décourageante, mais c'est vrai que la solution n'est pas simple. Et, et oui, il faut trouver en tout cas ces espaces de mixité. Peut-être les jeux vidéo sont une solution. Ouais, Pas bien après, je associer les lisais jeux des vidéo. choses sur les jardins partagés, sur le maraîchage, le fait de faire du woofing, par exemple, sont des choses où effectivement c'est intéressant de se mélanger à différents types de personnes. C'est des choses que j'ai beaucoup vues, moi, dans les interviews que j'ai pu faire pardon, avec des alumni qui, justement, avaient enclenché un changement de voix assez radical ou non. C'est quoi? C'est des passages qu'on retrouvait assez souvent. Élise, est-ce que vous auriez des recommandations de lecture, de films, de documentaires, de contenus pédagogiques sous toute forme qui pourraient être intéressants pour réfléchir, approfondir ces questions liées au mérite? Oui, alors je recommande déjà la lecture de l'ouvrage de Michael Young, alors qui n'est pas très facile à trouver, mais voilà, je le trouve intéressant sous sa forme et son contenu. Donc c'est la méritocratie en Euh, 2033. Hein. La méritocratie en 2033. Euh, Après, sur les inégalités sociales à l'école, vous avez un très bon ouvrage qui s'appelle Sociologie de l'école de Marie Durubella, Géraldine Farge, Agnès Van Zanten, qui revient un petit peu sur toutes les formes d'inégalités qu'on trouve à l'école. Sur les documentaires, il y a 2 documentaires que je peux recommander. Le documentaire de Julie Gavras qui s'appelle Les bonnes conditions, dans lequel elle interroge des élèves de son lycée et regarde ce qu'ils sont devenus. C'est un bon lycée situé à Paris, et donc voilà, on voit finalement toutes les dispositions sociales et la manière dont elles vont servir un peu la réussite ultérieure ou pas. Et puis un documentaire qui s'appelle Comme un loup, qui porte sur un collège du 19e arrondissement, et donc qui donne un peu à l'autre bout du spectre, si j'ai envie de dire, voilà, finalement la clôture pour des élèves qui viennent de quartiers moins favorisés sur l'orientation. Super, ben je les mettrai en description de l'épisode. Merci beaucoup, Élise, pour cet échange. Merci à vous. Et bonne continuation dans vos travaux et dans vos Merci. recherches. Merci beaucoup.